Raphaël Courcou, vous êtes directrice de ressources humaines de Blédina. Blédina qui est située ici à Brive. Blédina, marque du groupe Danone. Vous avez pris vos fonctions en avril 2019, je crois. Oui, c'est ça. Donc c'est une nouvelle prise de poste. Et vous avez dû faire face à quelques changements. Je crois qu'il y a eu une baisse de la natalité qui fait que du coup, les petits pots traditionnels de Blédina, moins de bébés égale moins de ventes de petits pots. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc effectivement, notre usine Blédina à Brive, c'est une usine construite en 1973 qui compte aujourd'hui effectivement 400 collaborateurs permanents et qui produit à travers un peu plus de 230 recettes des aliments destinés au marché de l'alimentation infantile. Donc des petits pots, des compotes, des bols, des petites assiettes Blédi-Chef que vous connaissez sûrement. Ces produits sont destinés majoritairement au marché français puisque nous produisons à 85% pour le marché français et puis nous exportons aujourd'hui principalement pour le Royaume-Uni, le Portugal et l'Italie. Donc notre entreprise, effectivement, elle doit se transformer parce que nos ventes sont directement liées, comme vous l'avez dit, à l'évolution du taux de natalité qui, effectivement, est plutôt en décroissance aujourd'hui. Mais surtout aussi parce que les attentes de nos consommateurs évoluent. De plus en plus, le consommateur va chercher des produits qui sont personnalisés, individualisés, et de manière un petit peu caricaturale, on passe aussi de production de gros volumes sur un petit nombre de recettes vers des productions beaucoup plus diversifiées et sur un nombre de recettes beaucoup plus important. Donc évidemment pour nous c'est une transformation technique et industrielle. Donc il y a eu une diversification de la gamme et de l'offre de produits. Tout à fait. Donc ça a commencé il y a à peu près un an, où nous avons pris le virage du bio avec le lancement de notre gamme Les Récoltes Bio, qui a connu un beau succès puisque nous nous plaçons aujourd'hui en 3e position sur ce marché de l'alimentation infantile bio et avec comme ambition de devenir leader en 2020. Donc ça, c'était effectivement un premier virage pris par le site en 2018. Et puis, nous allons continuer cette transformation dans les années à venir pour justement nous adapter à ce marché de plus en plus flexible et avoir une gamme de recettes, notamment qui s'assoit aussi beaucoup plus sur le sourcing local. Aujourd'hui, nous avons 75% de nos ingrédients qui viennent de France. L'objectif est d'augmenter cette part d'ingrédients français et aussi tout ce qui concerne le sourcing local, puisque nous travaillons avec un peu plus d'une vingtaine d'agriculteurs qui sont situés dans un rayon de 200 km autour de Brive. C'est important pour nous de développer ces partenariats et de favoriser les circuits courts. À titre d'exemple, nous travaillons aujourd'hui avec un agriculteur qui est situé à 5 km de notre usine, qui va utiliser une partie de nos déchets grâce à la méthanisation pour chauffer son exploitation agricole, qui fabrique des fromages et ces fromages sont revendus notamment sur le marché de Brive et également à notre restaurant d'entreprise. Donc on peut dire que vous êtes très implanté sur le territoire, que vous favorisez les connexions avec les producteurs locaux. Je crois que vous avez mis en place un plan en interne sur 5 ans de mutation, de transformation. J'aimerais bien que vous puissiez nous en dire plus. Alors en quoi consiste ce plan sur 5 ans et surtout comment vous le mettez en œuvre avec les collaborateurs? D'accord. Donc c'est effectivement le plan de transformation de notre usine sur les prochaines années pour passer de ce système aujourd'hui de plus gros volume à un système beaucoup plus agile en termes de produits. Et donc au-delà de cette transformation technique, c'est un vrai changement de culture que nous sommes en train de mettre en place. Et ce projet ne réussira que si nous arrivons à embarquer avec nous l'ensemble de nos collaborateurs. Donc évidemment, nous avons beaucoup communiqué et travaillé en amont avec eux via des groupes de travail, via différentes séquences de communication. C'est des gros challenges, donc à la fois pour le service RH, mais aussi pour l'ensemble de nos managers, qui sont bien sûr partie prenante de cette transformation, parce que depuis les phases de recrutement de nos collaborateurs, d'intégration, de formation et de développement, c'est vraiment l'ensemble de nos collaborateurs qui doivent accompagner cette transformation
transformation humaine pour que demain, on puisse être en mesure de continuer à répondre aux attentes des consommateurs. Alors là, pour rentrer un peu dans le détail, donc je crois qu'il y a à peu près 400 salariés dans l'entreprise, dans l'usine. La moyenne d'âge des gens, est-ce que c'est plutôt 50 ou est-ce que c'est plutôt 25 ? C'est plutôt 50, effectivement, aujourd'hui. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des réticences ? Caroline Roussel en parle, ça, mais c'est quasiment une data un peu normale de résister au changement. Alors, ces résistances au changement, comment elles se manifestent ? Est-ce que c'est la peur de, perdre son emploi ? Est-ce que c'est la peur de voir ses compétences remises en question ? Et puis ensuite, comment vous arrivez à apaiser un peu ces peurs ? Donc oui, bien sûr, cette phase de résistance au changement, elle existe. On passe tous par un certain nombre d'étapes pour accepter le changement. Il est évident que ça peut être un petit peu plus compliqué peut-être quand on approche de la retraite que quand on arrive à 25 ans dans une entreprise. Mais notre objectif, c'est de réussir justement à embarquer tout le monde. Ça passe bien sûr par beaucoup de pédagogie, de communication par rapport à nos projets pour réussir à convaincre tout le monde du bien fondé. Mais je crois que le principal, c'est le fait que pour nous, c'est un projet de croissance. On a des recrutements qui sont en cours et qui vont continuer. Donc c'est un vrai projet qui est très positif pour toute l'entreprise. Donc ça les rassure peut-être de savoir que vous embauchez et que l'activité va continuer. Est-ce que vous refaites les lignes de production dans l'usine ? Et si oui, est-ce que vous impliquez et comment vous impliquez les salariés à participer à ces nouvelles lignes de production ? Alors, il y a évidemment des aspects de transformation technique pour aménager nos lignes et puis les rendre compatibles, on va dire, avec les nouvelles exigences en termes de produits. L'implication des salariés, elle peut se faire à plusieurs niveaux. Par exemple, sur la partie ergonomie, où on va intégrer cet aspect ergonomie des postes dès le départ dans nos transformations. Donc, on va associer aussi les opérateurs qui seront amenés à travailler sur ces lignes dès le début du projet. Mais on va s'occuper aussi, pas uniquement des personnes qui travaillent sur les lignes, aussi des administratifs qui sont dans les bureaux, et ça peut être les associés dans des groupes de travail pour définir, Caroline Roussel nous parlait tout à l'heure, d'espaces de travail beaucoup plus ouverts et collaboratifs. On va pouvoir justement faire des groupes de travail pour travailler sur l'aménagement des bureaux, des salles de pause, et c'est aussi tous ces aspects de qualité de vie au travail qui sont très importants pour nous, parce que je pense que si on allait uniquement sur la transformation de nos lignes de production, ça suffirait pas, et effectivement notre projet ne pourrait pas être mené à terme, je pense, correctement. Alors est-ce qu'on peut dire, pour reprendre l'anecdote de Caroline Roussel, est-ce que chez Blédina, la compta parle aux commerciaux ? Est-ce que le marketing parle aux services juridiques ? C'était effectivement de la même manière. Caroline nous parlait de fonctionnement en silo. Et c'est vrai que c'est un des points sur lesquels on avait vraiment la volonté de travailler. C'est le fait de décloisonner les services les uns par rapport aux autres, de travailler en collaboration. Et ça, je pense que c'est clairement une des clés de succès dans ces transformations. Donc en tout cas, oui, on y travaille et c'est un aspect qui est extrêmement important. Alors vous avez pris votre poste il y a peu de temps. Quand on prend un nouveau poste et qu'on doit faire, entre guillemets, la révolution douce, comment vous y prenez ? Est-ce que vous faites le tour de tous les services en arrivant, ou alors est-ce que vous faites travailler les autres en groupe de travail sur différents sujets ? Comment vous faites ? Alors c'est un petit peu tout ça en même temps, effectivement, oui, faire le tour des services, connaître les uns et les autres et nos métiers, c'est évidemment capital. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est important qu'on communique à tous les niveaux, et avant l'été, on a justement pris le temps de faire ces réunions d'information à tous les niveaux de l'organisation, déjà pour que tout le monde comprenne bien les objectifs de notre plan de transformation, se sentent impliqués, et puis petit à petit, c'est aussi des groupes de travail qu'on va déployer pour impliquer les uns et les autres sur le projet. Mais c'est un projet passionnant. Oui. Alors, vous avez commencé donc, en avril dernier, c'est un projet sur 5 ans ? 3 à 5 ans, oui. En fait, on va fêter les 50 ans de notre site en 2023. Et voilà, je pense que déjà, ça sera une belle échéance pour fêter nos premiers succès à ce moment-là. Donc, à l'occasion de cet anniversaire, vous allez déjà pouvoir célébrer vos premiers succès et les premiers changements ? Tout à fait, c'est l'objectif en tout cas, oui. Auquel tous les collaborateurs auront participé ? Exactement, oui. Alors, merci beaucoup, Raphaël. Alors, j'enchaîne parce qu'on a pris un petit peu de retard. Donc merci à vous. Évidemment, vous êtes libre d'intervenir sur les parties des autres personnes. Alors, Laurent Lacroix, bonjour. Bonjour à tous. Prenez celui-là, il est mieux. Je connais les mieux et les moins bien. Alors, voilà, il est bien celui-là.
Alors, Laurent Lacroix, vous êtes directeur général de Brive Tonnelier. Brive Tonnelier, vous fabriquez et vous avez ce savoir-faire historique de la tonnellerie. Et en même temps, vous avez su conserver la tradition et la modernité. Vous êtes à la direction générale, je crois, depuis 2011. Et vous étiez déjà dans l'entreprise avant. Donc, vous n'avez pas découvert l'entreprise au moment où vous êtes arrivé. Alors, première question, un peu de Madame Michu. Est-ce qu'on dit une barrique, un tonneau? Est-ce que c'est la même chose, une barrique, un tonneau? On dit ce qu'on veut. Ah, ça me fait plaisir. D'accord. En fait, ça dépend beaucoup de l'origine où on est. Alors moi qui suis à vocation bordelaise, on dit plutôt un fût ou une barrique. Les Charentais disent un tonneau, les Bourguignons disent une pièce. Bon, l'important c'est que ça contienne du bon vin et qu'on puisse le partager ensemble. Hein. Alors dans cette barrique, ou ce tonneau, ou ce fût, ou cette pièce, on met combien de litres de vin? Quelle quantité il y a dans une barrique? C'est un dilemme qui n'a jamais été résolu entre deux grandes régions françaises, à savoir la Bourgogne et le Bordelais. Une barrique bourguignonne, qu'on appelle donc une pièce, je viens de le dire, fait 228 litres. Et une barrique bordelaise, qu'on appelle aussi un fût, fait 225 litres. 3 litres près qui changent la face du monde, parce que finalement, quand vous allez partout dans le monde, sachant que Brive Tonnelier exporte à 85% de son activité, mais quand vous voyez un cépage bourguignon, il a à peu près 100% de chance d'être élevé dans une barrique bourguignonne. Et quand vous voyez des cépages bordelais, vous avez 100% de chance qu'il soit élevé dans une barrique bordelaise. Ainsi va la vie. Alors, est-ce que ça vous complique la tâche ou pas? Vous, à votre niveau, ces différents étalons de mesure? Absolument pas, ça fait partie de notre quotidien. Et au contraire, ça nous rappelle une certaine tradition et d'où l'on vient. Et puis le français gaulois est un peu belliqueux, donc ça permet d'entretenir des petits points d'anicroche. Alors l'entreprise, vous l'avez fait passer, alors vous, pas vous tout seul, mais vous êtes passé de 30 à 50 salariés. Le chiffre d'affaires a doublé. Première question, quand vous avez pris la direction, qu'est-ce que vous avez fait au départ avant d'amorcer des transformations? Alors, je vais parler surtout sur l'aspect commercial. La première étape, ça a été de faire une cartographie du monde viticole et surtout de la consommation de vin, parce qu'on s'est aperçu au fil des années qu'un pays qui était consommateur de vin devenait quelques années plus tard producteur de vin. Si on fait une cartographie il y a une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, c'était assez simple. Alors, vous parliez des Gaulois, mais les Latins buvaient du vin, les Anglo-Saxons de la bière et du whisky, les Asiatiques du thé et de la bière. Or, c'était facile pour vendre des barriques, il suffisait d'aller voir que les pays latins, c'est-à-dire ceux qui sont assez proches de chez nous. Aujourd'hui, le vin est passé à un statut de réussite sociale, d'élégance aussi à la française, de luxe à la française, qui fait qu'on consomme du vin partout, et on produit donc du vin partout. À savoir, je crois qu'en 2018, il y avait 80 pays producteurs de vin dans le monde. Bon, grosso modo, si vous prenez le 40e et le 50e parallèle, hémisphère nord, hémisphère sud, que vous faites le tour, tous ces pays-là produisent du vin. Voilà, on fait du vin partout. Sauf qu'on fait du vin avec notre expérience, notre culture et nos goûts, on va dire. Quand je m'en vais au Mexique, par exemple, il ne faut pas que je sois étonné que je mange un plat épicé, ça fait partie de leur culture. Et donc, il a fallu que nous, tonneliers brivistes, il a fallu qu'on comprenne pourquoi ils étaient venus au vin et quelles étaient leurs attentes. Donc, pour cela, on a essayé de créer une barrique connectée. Et à l'heure de l'hyper-traçabilité, on donne donc au client la recette produit, de notre barrique, pardon. Et lui, on va lui soumettre, s'il peut nous faire partager ses retours d'expérience, afin qu'on arrive à l'amélioration du produit et le personnaliser pour son vin. C'est-à-dire, c'est vraiment de dédier une recette vin pour un vin donné, une recette barrique pour un vin donné. Donc en gros, on pourrait dire à chaque recette de vin, sa barrique. À chaque propriété, sa barrique. Excusez-moi, alors voilà, j'ai une petite annonce à faire qui n'a rien à voir avec la table ronde. Le propriétaire de la Coléos Noire, immatriculé EQ 980 VQ, est garé devant un accès particulier et ne va pas tarder à se faire enlever sa voiture.
Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui est propriétaire de ce véhicule. Si c'est le cas, qu'il se manifeste et aille trouver une autre place de stationnement. Voilà. Merci à lui. C'est pas vous? Non, ça va. Donc, cette barrique connectée, l'idée, c'est de mettre en pratique ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, l'expérience client, et de personnaliser, c'est ça, chaque barrique. Alors, comment ça marche? Alors, comment ça marche? On dirait Michel Chevalet, ça ne nous rajeunit pas. Comment ça marche? Donc, on a un flux de traçabilité d'informations pendant tout le circuit de production de la barrique, via un code barre, et au dernier moment, les informations du code barre sont transférées sur un QR code, parce que tous les smartphones du monde aujourd'hui peuvent scanner un QR code. Donc la barrique parcourt son chemin, elle va aux États-Unis, en Chine, en Afrique du Sud, en Australie, peu importe. Et donc l'opérateur sur place, l'utilisateur de flux, peut à tout moment scanner ce QR code, et aura donc tout le pédigré, toute la recette produit qui lui a permis de faire cette barrique dédiée. Alors, est-ce que c'est la composition de la barrique avec tel type de bois? Est-ce que c'est la température? Qu'est-ce qu'il y a comme information? Alors, les deux, mon capitaine, mais une barrique, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas du bois entouré de feuillard. C'est que la recette barrique va comprendre l'origine de la forêt, l'âge du capitaine, donc du chêne, le temps de séchage, le lieu de séchage, le mode de cintrage, la temps de chauffe, la température et la durée de chauffe. Voilà, on a une dizaine de paramètres qui permettent de créer finalement plus de 200 recettes différentes. Mais laquelle correspond à votre vin? Donc on va essayer on y va un petit peu à tâtons, par expérience, parce qu'on sait plutôt que le Cabernet Sauvignon de Napa Valley correspond plus à tel type de produit. Mais pour autant, on est sûr d'avoir une bonne note à la fin. Mais l'objectif, c'est d'arriver vraiment au 20 sur 20, à l'ultra-personnalisation. Il n'y a que comme ça qu'on pourra se différencier, parce qu'on est sur un marché hyper mondialisé, on n'est pas tout seul. Il y a beaucoup d'autres qui font des barriques connectées? Alors, des barriques connectées, non, oui. Mais des tonneliers, oui. Comment vous avez eu l'idée? Comment j'ai eu l'idée? J'ai dû acheter sûrement un jour un pot de blédina pour ma fille. D'ailleurs, je pensais que c'est là où vous allez faire peut-être un deal caisse de vin contre petit pot, non? Ça me rappelle que finalement, les adultes en mangent aussi. Oui, c'est bon, les petites compotes. Ouais. Les compotes, elles sont super. Donc, j'ai fini beaucoup de pots de blédina et j'ai dû scanner le QR code qui m'a dû donner quelques informations. Je me suis dit, mais pourquoi on ne fait pas ça sur nos fûts? Parce qu'en plus, comme je suis dans la mondialisation, 85% export, comment mon type qui est basé à l'autre bout de la planète peut savoir ce que je fais? Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Donc on va essayer d'intermédier la relation client par un QR code. Alors ça, c'est comment ça s'est passé au niveau commercial et avec l'externe, avec l'extérieur. Est-ce qu'en interne, puisque c'est quand même un métier qui a un savoir-faire patrimonial, est-ce que ça a un peu râlé au début? Et est-ce que les employés qui étaient déjà là et sur lesquels vous appuyez beaucoup, en essayant de faire en sorte que le savoir-faire soit préservé, comment est-ce qu'ils ont accueilli ces nouveautés, ces innovations? Alors plutôt très bien, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est-à-dire que même si on a un métier de tradition, la tradition n'exclut pas la précision. Et au contraire, aujourd'hui, on est dans un métier on le voit dans la vie de tous les jours, on cherche plutôt des spécialistes que des généralistes. Donc il suffit de benchmarker ce qui a marché, comme le disait Caroline tout à l'heure, ce qui marche dans d'autres activités, et en fait se l'approprier à notre façon, évidemment. Le but, c'est pas copier. Mais je crois plus à l'innovation incrémentale dans notre activité qu'à l'innovation radicale. Donc vous savez, Brive Tonnelier, c'est une vieille dame de 85 ans, puisqu'on estime que la production de fûts a commencé autour des années 1935. Donc on ne va pas bouleverser les choses. C'est en fait, on va franchir des paliers les uns derrière les autres. Effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on les franchit de plus en plus vite. Pourquoi? Parce que le cadre dans lequel évolue l'entreprise, il y a un cadre réglementaire. Je rappellerai que la France est le pays aux 400 000 normes, donc ça change tous les jours. Même si la norme de demain, on ne la connaît pas aujourd'hui, mais demain, il faudra déjà être à la page. Deuxième cadre, c'est la mondialisation et le lien à l'information. Aujourd'hui, tout le monde connaît tout sur tout. C'est facile d'avoir de l'information. Deux, le marché bouge. Parce que comme tout le monde a de l'information et la concurrence qui ne nous attendent pas, les attentes le marché a évolué. Et trois, les attentes des consommateurs et des utilisateurs de fûts changent aussi.
Et ça, je crois qu'on pourrait le mettre à beaucoup d'activités. Donc 4 paramètres, le réglementaire, la technologie, le marché et les attentes clients. Tout ça mis dans le Thermomix fait qu'il faut se remettre en cause tous les jours. Donc, et quand on benchmark sur un autre produit du quotidien, les gens se disent oui, eux ils l'ont fait. S'ils l'ont fait, pourquoi pas nous? C'est pas parce que c'est pas une excuse d'être dans la tradition. Pour vous, en fait, ça ne s'exclut pas du tout, la tradition et la modernité, et au contraire, vous en faites presque un point fort. Ah oui, il faut. Et de toute façon, on n'aura pas le choix. Les gens aujourd'hui, nos clients sont des vignerons qui vendent leur vin entre 30 et 1000 euros la bouteille. Donc aujourd'hui, ils ne sont pas à la recherche d'un produit standard. Ce qu'ils veulent, c'est quelque chose qui corresponde à leur produit. Vous avez mon ami Pierre là-bas, il va vous dire que... Pierre, où êtes-vous? Bonjour Pierre. Il connaît parfaitement les propriétés viticoles et les gens sont de plus en plus pointus. Donc c'est cette ultra-personnalisation dont on parle dans plein de secteurs d'activité qui s'applique aussi à vos métiers. On fait comme les autres. Alors merci beaucoup Laurent Lacroix. Je vais maintenant vous donner la parole. Élodie Martin, on va changer de registre. Donc vous êtes cofondatrice de la librairie La Baignoire d'Archimède avec votre acolyte Laurence Guillemot qui peut-être est à la librairie. Et voilà. Voilà, j'en étais sûre. Au moment où on se parle. Alors vous avez créé une librairie mais qui n'est pas qu'une librairie. C'est aussi un espace convivial, un lieu de vie. Et en plus c'est un pari entre guillemets plutôt audacieux dans une période où on annonce la mort annoncée des librairies parce que les gens commandent de plus en plus en ligne. Donc, qu'est-ce que fait la Baignoire d'Archimède au-delà de vendre des livres? La Baignoire d'Archimède, déjà, pour resituer les choses, en fait, c'est une librairie qui est donc née il y a 4 ans. On a décidé effectivement de créer cette librairie avec un statut aussi particulier. C'est vraiment toute une conception, tout un ensemble. Cette librairie, elle est ce qu'on appelle une SARL Scope. Donc, pour diverses raisons, ce statut a tout un tas d'avantages, mais c'était également toute une éthique qui était portée par le choix de ce statut. Créer une librairie indépendante dans un centre-ville comme celui de Brive-la-Gaillarde avait tout son sens. Vous le savez tous, Brive-la-Gaillarde est une cité du livre, notamment par un événement marquant chaque année qui est la Foire du Livre, qui est, on le rappelle, le grand salon du livre français. Il avait son sens, bien sûr, par rapport à cette économie, et par rapport au fait que lorsque l'on a monté ce projet, en plus, la ville de Brive n'avait plus de librairie indépendante. Or, quelle que soit la ville, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'une librairie dans un centre-ville, c'est un petit peu un poumon. C'est aussi important qu'un espace vert, j'aurais presque envie de dire ça, même si ça peut choquer certains, parce que tout simplement, c'est effectivement un lieu où se brassent une multitude de sujets, une multitude d'échanges, et c'est surtout un lieu qui est toujours ouvert sur le monde. Alors, à notre petite échelle, mais on est toujours sur le qui-vive. Je pense que le lien qui peut être établi d'ailleurs entre nous tous, quel que soit l'entrepreneur, c'est d'avoir toujours le regard porté vers l'horizon, vers ce qui va advenir, envisager, anticiper, avoir envie d'innover, d'initier, être constamment finalement dans le mouvement et entreprendre finalement c'est perpétuellement se remettre en question aussi. Alors juste pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que tout le monde connaît la Baignoire d'Archimède dans la salle? Ah, vous êtes hyper connu en fait. Ouais. Je voulais juste que vous puissiez préciser où se trouve la librairie dans le centre-ville de Brive pour les gens qui habitent pas forcément à Brive. C'est la minute auto-promo, allez-y, profitez-en. Donc, pour tous ceux qui nous connaissent, nous sommes donc au 21 rue Lieutenant-Colonel Faraud. La particularité de la librairie, si vous nous découvrez, c'est que nous sommes à l'étage d'une autre librairie spécialisée bande dessinée manga, ce qui fait que la librairie La Baignoire d'Archimède peut vous offrir l'ensemble de la production éditoriale hors BD manga, bien évidemment. On se complète totalement, on essaye les uns et les autres de vous apporter un conseil, une sélection, une offre qui peut répondre à tous, puisque l'idée de la librairie indépendante aussi aujourd'hui, c'est d'être certes sélective dans un choix qu'on vous apporte, mais certainement pas sectaire. C'est-à-dire que jamais un libraire indépendant ne refusera de vendre un auteur parce qu'il ne
parce qu'il n'aime pas particulièrement ce qu'il écrit. Il n'y aura jamais de jugement vis-à-vis du lecteur par rapport à ce qu'il viendra chercher chez nous. Autre chose pour rebondir sur ce que vous m'avez demandé tout à l'heure, la particularité de la baignoire d'Archimède, mais là aussi vraiment je parle pour un ensemble, la librairie indépendante aujourd'hui, elle crée de l'événement, c'est un animateur culturel, c'est quelqu'un qui cherche à tisser un réseau. On fait tout un tas de passerelles avec les structures existantes sur notre territoire et on cherche à porter la culture. C'est-à-dire que le livre que l'on peut considérer comme un objet posé sur une étagère, une typographie ancrée sur une page, elle prend tout son relief quand vous décidez de l'associer à un musicien, comme on a pu le faire il y a quelques jours, ou à un auteur qui va faire la mise en espace de son texte, ou alors encore avec l'intervention de représentants politiques, comme ça a pu être le cas aussi, mais de représentants même sur tous les domaines. En fait, la librairie, c'est la porte ouverte à tout. Donc, on peut tout évoquer et on peut créer des événements à tout point de vue. On peut s'associer au cinéma. Voilà, ça n'a pas de fin. C'est un peu ce que vous faites avec les événements thématiques, finalement. Exactement. Donc, vous pourriez faire un événement thématique sur la poésie, sur le vin, sur les aliments bien sûr. Pour enfants ou sur l'aéronautique. Bien sûr. Et autour de ça, est-ce que... alors, vous invitez les gens qui ont l'habitude de venir fréquenter la librairie, ou alors est-ce que vous avez un peu digitalisé vos pratiques, votre communication, pour donner l'information au-delà de vos clients habituels ? Lorsque l'on a créé la librairie, on a imaginé un espace, un lieu qui soit agréable, chaleureux, mais on a également tout de suite envisagé la complémentarité numérique. Donc on a mis en place un site internet, on s'est tout de suite mis dans les réseaux. C'est primordial aujourd'hui en fait. Pour nous c'était évident. C'est-à-dire même pas posé la question finalement. Non, c'est une évidence. Alors, on a une particularité aussi, c'est que nous sommes toutes les deux issues du métier. On avait 15 ans dans le métier du livre, en fait, l'une et l'autre, ce qui nous a permis de toute façon d'étudier une diversité de typologies de librairies, mais également d'étudier les tendances, les courants, et d'observer de toute façon la société. Encore une fois, la librairie, elle est en prise... Et je dis la librairie avec un grand L. Le métier du livre, le métier de libraire, c'est être en prise avec son temps, en fait. Donc, on ne peut plus concevoir le libraire comme un lieu fermé, rabougri. Oui, poussiéreux. Pas du tout. La librairie s'est totalement révolutionnée ces 10 dernières années. Alors, merci beaucoup pour ce témoignage, Élodie Martin. On va bientôt terminer cette table ronde. Mais avant, je vais vous demander à chacun de me faire cet exercice extrêmement dur qui est le mot de la fin. Pour vous, si vous deviez résumer, la transformation d'une entreprise, c'est quoi ? Raphaël, je vous donne le micro. Le bien, c'est celui-là. Voilà. Celui qui marche. Ouais, c'est ça, c'est mieux. Pour moi, c'est avant tout une aventure humaine. Parce qu'on aura beau avoir les plus belles machines, les plus belles avancées technologiques, si on n'est pas capable d'emmener les hommes, on n'y arrivera pas. Donc je pense que pour moi, c'est vraiment fondamental. L'humain Alors, d'abord. après, je suis RH, j'aurais eu du mal à vous dire autre chose, mais j'y crois profondément en tout cas. Oui. Merci beaucoup. Laurent Lacroix de Brive-Tonnelier. Pour vous, le changement, ne me dites pas c'est maintenant. je voyais bien. Je crois qu'il faut considérer l'entreprise, donc une personne morale, comme une personne physique. C'est-à-dire que des fois, il faut pour avancer, il faut déjà s'assumer tel que l'on est. Et on est comme ça parce qu'on a une genèse, on a une histoire, on a une expérience. Une fois qu'on a fait le tour de ce patrimoine-là, on se dit, maintenant je peux y aller. Mais il faut d'abord s'accepter tel que l'on est. Effectivement, c'est une aventure humaine. Effectivement, il faut regarder à côté les voisins, les concurrents, ce qu'ils font. Mais une fois qu'on s'est assumé tel que l'on est, on avance quand même beaucoup plus vite. L'humain d'abord, s'assumer tel que l'on est. Vous, Élodie Martin, une entreprise qui change, qu'est-ce que c'est avant tout ? Pas facile, hein, ça. Une entreprise qui change, de toute façon, initialement, c'est une entreprise qui saura se remettre en question et observer. Observer et entendre. Avoir les sens en éveil continuellement, ne jamais s'assoupir. Et bien évidemment, c'est en prise avec l'autre, continuellement. Donc je pense que véritablement, là, le lien est fait, quelle que soit la taille de l'entreprise.
Je pense qu'on a tous effectivement la même base, les mêmes critères pour tenter de tendre vers l'avant. Donc rester en éveil, rester ouvert. Rester en éveil, ouvert aux autres et à ce qui se produit dans notre monde, oui. Alors merci beaucoup à tous les trois. C'est la fin de cette table ronde avec Raphaël Pourcouf, DRH de Blédina, Laurent Lacroix, directeur de Brive Tonnelier, et Élodie Martin de la baignoire d'Archimède.